Oui, bien sûr, je réagis en français. Euh, je suis très honoré de voir ses travaux. Je connaissais son travail à Besançon. Je suis très intéressé par ce qu'il a montré de sa maison en bois. D'ailleurs, si je pouvais en avoir davantage de détails en direct, je serais très content d'en savoir plus sur cette maison et pour mieux comprendre ce qui est fait là. Évidemment, chaque pays a sa culture, en particulier architecturale. Et c'est vrai que cette culture est à la fois nationale et universelle. Et il y a à la fois les choses nationales, là, au Japon, qui est liée à la structure du pays, petit, des îles, une population très vaste, qui crée des obligations d'habitat très, très particulières. Mais je pense en effet que nous devons aller vers des habitats euh, décentralisés, dotés de moyens technologiques, permettant de travailler à domicile, où chacun devra d'ailleurs avoir évidemment une pièce pour travailler. Il faudra à la fois des pièces pour la famille, mais une pièce pour travailler. D'une certaine façon, c'est un changement, puisque dans beaucoup de maisons aujourd'hui, il n'y a plus de salle à manger. On mange au salon, euh, où il n'y a même presque plus de cuisine, puisque malheureusement on ne cuisine plus, on achète des plats tout faits. Mais sans doute faudra-t-il remplacer la salle à manger par des salles de travail, où chacun pourra avoir son bureau, qui soient à la fois des salles de travail et des salles personnelles, où chacun pourra s'isoler et être lui-même. Je crois beaucoup que l'architecture va jouer un rôle très important dans la conception de demain, en particulier dans la conception des lieux de travail, non seulement des lieux de travail à la maison, mais des sièges d'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, les sièges d'entreprise devront devenir aussi accueillants que les hôtels. Et il devrait y avoir des lieux de rencontres, d'échanges, de réunions, mais aussi des lieux d'isolement. Et on peut imaginer que les chambres d'hôtel deviennent des bureaux, que les salons et les salles à manger deviennent des cantines et que l'hôtel donne un bon modèle de ce que doit être une, une entreprise de demain. L'architecture de la vie, c'est aussi une architecture qui doit être écologiquement saine et donc qui doit obéir à tous les principes de l'économie d'énergie et qui doit aussi permettre de créer les conditions d'une vie sociale, parce que sans vie sociale, il n'y a pas de vie. Donc ça, c'est certainement quelque chose, beaucoup de créativité sont nécessaires et où les architectes vont jouer un rôle très important. Merci, Monsieur Uchida. Sur ce qu'a dit le premier interlocuteur, je pense en effet que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première, le caractère très particulier de l'urbanisme japonais va certainement rendre plus difficile le travail à la maison, peut-être dans la belle saison sur la terrasse, ce qui est à l'extérieur. Donc peut-être peut-on imaginer des chauffages solaires externes qui fassent que la terrasse externe soit supportable même en hiver. C'est pas impossible à imaginer, à condition que ce soit un chauffage solaire, qui permettrait d'imaginer de travailler à la maison davantage. Ceci viendra. On peut aussi imaginer que dans chaque quartier, sans que ce soit vraiment à la maison, il y ait des lieux de travail qui soient comme des centres de location de bureaux où les gens qui habitent dans un même quartier pourront aller. On voit aujourd'hui beaucoup de gens, en tout cas dans certains pays, comme aux États-Unis ou en France, aller travailler au café. C'est pas nouveau d'ailleurs. Depuis très longtemps, les gens vont travailler au café et le font d'une façon très, très systématique. On pourrait imaginer que les cafés deviennent des bureaux et que les gens puissent systématiquement venir y travailler, quitte à louer, s'ils le veulent, 1 heure, 2 heures du café pour en faire un lieu de travail.
はい、ありがとうございます。米倉先生いかがですか。はい。僕はちょっと違った観点からお話ししたいと思うんですけれども、あたりさんの命の経済も素晴らしいですし、その全体の見取り図も素晴らしいと思ったんですけれども、最後のポジティブ社会の構築とか、利他心っていうのは、やっぱり僕は違和感を感じました。で、それはまあちょっと生意気な言い方ですけど、エリートの言葉のような気がするんですね。で、僕は1953年生まれですから、あたりさんより10歳若いんですけども、あたりさんたちが提唱してこられた自由と民主主義、それから市場経済、あるいは実力主義、メリトクラシーですよね。あるいはその広域経済圏、自由貿易圏とか、そういうものをすごく信じてですね、僕は僕なりにイノベーション研究の中に生かそうと思ってきたんですけれども、残念ながらそうした価値観が今音を立てて崩れているような気がするんですね。で、その音を立てて崩れている理由は、我々が想定してきた多くのマジョリティがその価値観によって幸せになるはずだったのに、全員不幸になっていると。二極化している。で、さらに彼らが裏切られたような気持ちになっているんじゃないかと思うんですね。で、裏切られた人間にポジティブになれとか、利他心を持てっていうのは、僕は昔、がんになった人に頑張ってねとか、大丈夫だからっていうことが一番辛いっていうことを聞いたことがあるんで、そのあたりさんがおっしゃるポジティブな言葉、あるいは利他心という言葉がむしろ人を大きく傷つけるんじゃないかっていうような気がしてるんですね。で、ポジティブな気持ちとか利他心っていうのは僕は余裕の上に生まれると思うんです。それは経済的にも心理的な余裕。でもその余裕を奪っておいて、利他心を持つっていうことは難しいので、今我々はもう一度ベーシックインカムとか、あるいはクリエイティブインカムとか、そのマルクスとあるいはケインズ以降、僕は経済思想の本当の革命が起こってないと思うんですよね。もう一度その社会主義、マルクスが来て社会主義が崩壊して、やっぱり資本主義で、自由主義が崩壊した中でもう一度我々はじゃあ累進課税制とかそんなものに変わる新しい仕組みを考えないと、利他心とかポジティブっていうのは、大多数あるいは貧困層にはもはや響かなくなっているんじゃないかっていう気がするんですけれども、その辺はどうお考えでしょうか。あたりさんいかがでしょうか。Je vous remercie de votre question. En vous écoutant, j'avais l'impression à certaines reprises que j'étais plus jeune que vous, beaucoup plus jeune que vous. Car en effet, je n'ai absolument pas défendu le modèle libéral ou le modèle actuel. Au contraire, ce que j'ai proposé, c'est véritablement un nouveau modèle pour les générations futures, qui n'est pas du tout un modèle pour les classes dominantes, contrairement à ce que vous avez voulu dire, puisque c'est un modèle qui consiste à donner la priorité aux générations futures. Et dans les générations futures, d'abord aux plus fragiles, ceux qui ne sont pas encore nés, ils sont plus fragiles encore que ceux qui sont là. Et dans ceux qui sont nés, ceux qui n'ont pas la voix au chapitre. Donc, le modèle que je propose est un modèle qui doit concilier la démocratie avec le long terme, c'est-à-dire qui doit donner un droit de vote aux générations futures et qui doit d'abord être altruiste à l'égard des générations futures. Le modèle libéral n'est pas du tout altruiste, c'est même le contraire, il est individualiste. Et quand je propose le modèle altruiste, c'est exactement le contraire de l'économie libérale actuelle, exactement le contraire. Donc je propose un nouveau paradigme qui est fondé sur l'altruisme à l'égard des générations futures et à l'égard de ceux qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui.
Ceci est parfaitement en train d'arriver dans une large partie de la population mondiale. Beaucoup de gens comprennent que l'égoïsme conduit au néant, que nous avons intérêt à être altruistes. C'est pour ça que j'ai parlé d'altruisme intéressé. Nous avons besoin d'être altruistes dans notre propre intérêt, avant de comprendre que l'altruisme est en soi quelque chose de bien. Vous êtes tous, comme moi, des professeurs. Un professeur sait qu'il a intérêt à ce que ses élèves soient contents. Si ses élèves ne sont pas contents, personne ne viendra à son cours. Donc, nous avons intérêt au bonheur de nos élèves. Ça, c'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Et ensuite, nous prenons conscience comme professeurs que c'est un bonheur personnel que de rendre heureux nos élèves. Là, ça devient de l'altruisme désintéressé. Mais il faut commencer par l'altruisme intéressé, parce qu'un professeur qui n'est pas altruiste d'une façon intéressée, eh bien, il est renvoyé par son université. Il n'est pas un bon professeur. Donc, et c'est vrai pour tous les métiers. Nous avons intérêt à être altruistes. Ce que je voudrais ajouter, c'est simplement l'altruisme à l'égard des générations futures. C'est ce que j'appelle une société positive. Et c'est ce que chacun de nous fait à l'égard de ses enfants. Chacun sacrifie un peu de son bonheur personnel avec l'intérêt de ses enfants. Nous devons aller plus loin et considérer que chaque membre de notre communauté, chaque citoyen du Japon, chaque citoyen de l'humanité sont comme nos enfants et que nous devons vivre conformément à l'intérêt de tous les êtres humains et d'une certaine façon plus large encore, dans l'intérêt du vivant. Parce que sans le vivant, nous ne survivrons pas seulement les humains. Donc nous devons être altruistes à l'égard de ceux qui sont proches, à l'égard de ceux qui sont loin et à l'égard de l'ensemble du vivant. C'est complexe. Je crois que ce sera une des grandes questions de la démocratie demain. Comment créer une démocratie qui donne du pouvoir aux générations futures? On pense très souvent que la dictature est mieux capable de décider en fonction du long terme. Mais c'est faux. L'exemple de la société chinoise montre que la dictature conduit à l'absence de transparence, au gouvernement d'une élite fermée et ne prend pas véritablement en compte l'intérêt des générations futures. Il n'existe aucun modèle, à ma connaissance, qui fonctionne d'une façon efficace, qui donne le droit de vote aux générations futures. Je propose, pour y arriver, de remplacer dans les pays qui existent aujourd'hui, où il y a aujourd'hui un Sénat, une deuxième chambre, par une chambre qui vote d'une façon consultative en votant comme s'il représentait les générations futures et qui donne un avis sur les lois, les textes, en fonction de la façon dont pourront penser ceux qui ne sont pas encore nés. Et ceci devrait influer beaucoup sur les décisions quand elles sont prises. Il en découlera que l'économie s'orientera vers l'économie de la vie. Une société positive créera une économie de la vie. Une société positive créera une économie de la vie. Ça, c'est le nouveau modèle. Est-ce qu'on peut sortir pour cela de l'économie de marché? Peut-être un jour, mais pour l'instant, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, le système socialiste a été un échec et nous n'avons pas de meilleur système que l'économie de marché. Il n'y en a pas. Il faut simplement l'encadrer, le limiter, sanctuariser une grande partie de choses qui ne doivent pas devenir des activités de marché, qui doivent rester des activités publiques ou qui doivent rester gratuites, sanctuariser la nature, sanctuariser les biens collectifs, sanctuariser une partie ou la totalité des biens de l'économie de la vie et chercher en avançant. Dans 1000 ans, l'économie de marché sera remplacée par autre chose, mais pour l'instant, on ne sait pas par quoi.